d'origine tchadienne qui avait été emprisonné par le maréchal Idriss Déby Itno avant d'être libéré. Les accusations donc contre Paris de tentative de déstabilisation au Cameroun sont légion. Plusieurs centaines de personnes ont manifesté déjà en début d'année devant l'ambassade de France à Yaoundé pour dénoncer l'ingérence de Paris, et une déclaration très sèche du président Paul Biya affirme d'ailleurs, sans citer la France, que le Cameroun entend rester maître de son destin. L'ancienne puissance coloniale qu'est la France se trouve donc dans une situation plus ambiguë, car Paris, au temps du général de Gaulle, avait installé le régime de l'ancien président Amadou Ahidjo en matant par la force toute opposition. Une situation aujourd'hui qui pose donc sur la table la question de savoir si Jean-Yves Le Drian est le pourvoyeur des rebelles pour la déstabilisation du Cameroun depuis la République centrafricaine. Et donc, nous en parlons ce matin avec, bien évidemment, notre invité qui est déjà dans ces locaux. Afrique Média, le monde, c'est nous. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue une fois de plus sur Afrique Média. Bienvenue sur édition Ligne Rouge de ce samedi 12 décembre 2020. Sur la table, une interrogation qui, voilà, taraude des esprits des uns et des autres. Une interrogation qui porte notamment sur le ministre des Affaires étrangères français. Il s'agit de Jean-Yves Le Drian. L'on se pose la question de savoir s'il est le pourvoyeur des rebelles pour la déstabilisation du Cameroun, et ceci depuis la République centrafricaine, notamment dans la région de Gaulle. Nous en parlons ce matin avec vous, Bandakani. Bonjour. Bonjour, Madame Dédi. Je suis très content de me retrouver avec vous et très heureux au regard de votre professionnalité qui est reconnue. Je salue tous les sympathisants, ceux qui sont attachés, ceux qui sont mariés, permettez-moi l'expression, en ligne rouge, et qui sont des lèvres tôt, se lèvent très tôt pour suivre notre émission. Je salue les techniciens, sans qui ils ne pourront pas travailler dans de bonnes conditions. Merci, Madame Linda Dédi, de m'avoir invité. Je vous en prie, Président Bandakani. Alors, vous avez certainement eu vent de ce plan de déstabilisation à l'endroit du Cameroun qui se peaufine à partir de la République centrafricaine, et des sources bien introduites nous font savoir effectivement que ce serait tout simplement l'œuvre de celui qu'on appelle aujourd'hui la photocopie de Jacques Foccart. Oui, je crois que nous avons eu à faire des émissions ici il y a quelques semaines pour déjà statuer sur l'évolution du foccartisme. Et nous avons démontré que M. Jean-Yves Le Drian incarnait un néo-foccartisme qui a pour projet de consolider la mainmise de la France dans son mythique précaré. Mythique parce qu'il est évident que la France perd de plus en plus du terrain en Afrique francophone, pour être précis. Là où hier, elle régnait en maître, aujourd'hui, elle perd complètement le terrain. Et la Centrafrique est un cas d'école. Hier, la France régnait en maître en Centrafrique. Aujourd'hui, il y a une présence russe qui est insupportable pour la France. Donc, c'est-à-dire que vous avez là un exemple clair d'un terrain où la France régnait hier en maître, mais qui aujourd'hui, n'est-ce pas, ne maîtrise plus les événements. Évidemment, quand nous parlons de néo-foccartisme, nous mettons en scène, à travers ce mot, les méthodes, les mécanismes par lesquels ce pays a, pendant longtemps, tenu, n'est-ce pas, l'Afrique centrale, tenu un pays comme la Centrafrique. Ce sont des méthodes extrêmement barbouzardes, ce sont des méthodes de violence, de corruption, ce sont des méthodes qui entrecroisent des initiations ésotériques bidons, qui abrutissent les gens avec la constitution de groupes de mercenaires qui circulent dans toute la sous-région et qui
qu'on peut activer quand on veut pour renverser le président, pour lever des rébellions et créer de l'instabilité dans le pays ou bien dans la sous-région. Ça va jusqu'au renversement des présidents, l'assassinat des présidents. C'était Safoka. Mais M. Le Drian incarne un néo-focalisme dans le sens où M. Foucault n'étant plus là, il y a des méthodes aujourd'hui qu'on essaie de renouveler et qui correspondent, qu'on a taillé ces mesures, n'est-ce pas, pour porter les ambitions de M. Macron. Donc c'est un axe, Le Drian-Macron, n'est-ce pas, qui est un axe particulier. Parce que je l'ai indiqué ici une fois, M. Foucault, lui, il travaillait pour la France. C'était le tueur de Gaulle. C'était le robot de M. de Gaulle. Et il le faisait pour la France. Mais l'évolution du focalisme a abouti aujourd'hui à une situation où c'est pour la finance mondiale. C'est pour les gens comme Rothschild. C'est-à-dire que la guerre pour la confiscation et le contrôle a même mise sur les ressources rares en particulier. Et vous savez qu'un pays comme le Cameroun est un scandale mondial en matière de terres rares. Oui. Le Cameroun est le pays, c'est terrible, qui a les terres rares dans toutes ces régions. Ce qui propulse le Cameroun comme étant le pays le plus riche du monde. Au regard des terres rares. Il faut comprendre l'enjeu. Oui. Or, dans toute la sous-région Golfe de Guinée, les terres rares sont là à profusion. Et quand on parle de Golfe de Guinée, il faut aller jusqu'au Zaïre, hein, à RDC. Il faut aller jusqu'à RDC en passant par l'Angola. Vous voyez, c'est un enjeu colossal. On peut dire, Mme Linda l'a dit sans se tromper, que le Golfe de Guinée est la dernière frontière de ce qu'on peut appeler la croissance mondiale en matière économique, en termes de réserves, en termes de ressources. Donc, c'est un enjeu vital. Or, les réseaux qu'incarne, que représente M. Macron et M. Le Drian, ce sont des réseaux, je le dis, de la finance internationale, des réseaux des banquiers, des Rothschild. C'est un groupe aujourd'hui qui s'est spécialisé dans la captation des richesses naturelles des pays de l'Afrique, mais surtout des... No matter who you are, being yourself can be tough when you have severe asthma. Triggers can pop up out of nowhere, causing... Des pays de l'Afrique, mais surtout des terres rares. Les terres rares qui sont appelées à jouer un rôle fondamental dans l'économie de demain. Donc, ce n'est pas une vue de l'esprit. Dans un contexte où, comme je l'ai dit, la France est de plus en plus en perte de vitesse totale dans toute l'Afrique subsaharienne. Au Mali, c'est terminé. Les Maliens demandent à la France de partir. Vous allez partout en Afrique, les Français sont en train de perdre du terrain. Au Burkina Faso aujourd'hui, les Burkinabés savent que leur problème c'est la France. Ils le savent, ils l'ont compris. Vous venez au Cameroun sans commentaire. En Centrafrique aujourd'hui, le président Touadéra a opéré une diversification de partenariats qui met la France dans une situation inconfortable. Donc pour reprendre la main, elle n'a pas d'autre choix que de procéder par ses méthodes habituelles. C'est-à-dire monter des groupes de rebelles, pour créer le chaos, faire chanter les régimes et obtenir donc, n'est-ce pas, les ressources. C'est de cela qu'il s'agit. Et l'enjeu du Cameroun est très lié à l'enjeu centrafricain. Et cet enjeu ne peut qu'être s'étend automatiquement à toute la sous-région. Je vais vous dire, Mme Linda Dédé, que ce qui se passe en RDC actuellement est lié. Ce qui se passe en RDC est lié à la Centrafrique, est lié au Cameroun. Et les gens peuvent le parler, mais je tiens à le dire. Tout ça, c'est lié. Et c'est la France qui est derrière. Je le démontre. La France... Jean-Yves Le Drian ou la France? Non, Le Drian, les deux. Bon, moi, je veux... La nuance entre Le Drian et la France, c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, M. Le Drian travaille pour M. Macron. Il travaille pour les réseaux qui ont placé M. Macron au pouvoir. Ces réseaux, je vous les donner. C'est le réseau Rothschild. Ce sont des réseaux Rothschild, des banquiers qui aujourd'hui sont spécialisés dans la captation de ressources naturelles du pays. Parce que contrairement à ce que les gens pensent, le banquier, quand on parle de Rothschild, ce n'est pas une affaire d'argent. La richesse, ce sont les ressources naturelles. D'accord. Ils nous fabriquent la fausse monnaie, ils nous balancent ça, mais ce qui les intéresse, c'est de contrôler notre sous-sol. Parce que dans la bagarre géopolitique mondiale, actuellement, parce qu'il faut d'abord comprendre comment la géopolitique mondiale est en train d'évoluer actuellement, de nos jours. Vous voyez qu'il y a une grosse bataille aujourd'hui entre la Chine et les États-Unis. Si vous regardez du point de vue de Trump, du point de vue des élections américaines, il faut regarder pourquoi la Chine, par exemple, est très impliquée dans les élections aux États-Unis. Pourquoi? Parce que l'État profond américain, et comme pas d'État profond, ce sont ces grandes familles qui se réunissent à Davos et qui déterminent le sort du monde et qui sont coiffées par les Rothschild.
les Rockefeller et ces familles-là qui ont l'ambition de dominer le monde, de faire de nous leurs esclaves. Donc quand vous regardez ça, vous comprenez que pour gérer cette bataille, Mme Lida dit, il faut avoir ce qu'on appelle le privilège de ressources rares, des ressources naturelles rares. Ce privilège, on l'obtient où? En Afrique. C'est l'Afrique que ça se joue. Et quand on est en Afrique en particulier, dans le golfe de Guinée, Mme Lida dit, c'est de cela qu'il s'agit. Nous, quand on analyse la géopolitique mondiale, on voit pays par pays. Mais ces gens-là pensent par région. Ils dessinent des régions. Et quand on parle du golfe de Guinée, c'est une région. Vous pouvez parler du golfe de Guinée, ça a intégré la RDC. Vous n'avez pas compris cette affaire. Ça a intégré l'Angola. Or, je suis en train de vous démontrer qu'aujourd'hui, monsieur le dirigeant, puisqu'on parlait de lui, oui, mais il est au cœur du conflit Tshisekedi-Kabila. Monsieur Tshisekedi a été reçu à Paris, il n'y a pas longtemps, où la France décide de créer une école de guerre, Mme Linda Dedi. Cette école de guerre a pour fonction de former les officiers supérieurs de l'armée congolaise. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la France fait un pacte avec M. Tshisekedi pour complètement chasser, comment on dit ça? C'est-à-dire que transformer l'armée congolaise, c'est-à-dire écarter l'ossature de cette armée, qui était cette armée sous Kabila, et remplacer ça par une nouvelle armée. On fait ça pourquoi? Pas pour vos beaux yeux. Ils font ça parce que c'est la guerre. C'est la guerre. Quand on oppose Kabila, c'est ce qu'il dit, on crée le chaos. Quand on oppose Touadéra à des groupes rebelles qui refusent de désarmer, on crée le chaos. Et lorsque vous regardez la frontière centrafrico-camerounaise, Mme Linda Dedi, à l'endroit où on appelle De Gaulle, il y a une zone qu'on appelle la zone De Gaulle. Observez bien cette zone si vous avez une carte. Vous allez voir cette zone, vous allez voir que cette zone-là est hautement stratégique. C'est un grand carrefour géostratégique. Et vous allez voir que le mouvement de libération du Cameroun, là, qui est en gestation là-bas, c'est là où ce mouvement est en train de... C'est son territoire. C'est son territoire potentiel. Mais ça ne vous dit rien? Vous voyez donc, c'est un axe bien tendu. Un axe stratégique bien tendu qui ne peut avoir pour point de chute que le Cameroun pour déstabiliser. Parce que si vous ne savez pas, si le Cameroun n'est pas déstabilisé, il sera très difficile de prendre le golfe de Guinée. Surtout quand on présente le Cameroun sur la carte de l'Afrique, on parle justement du centre de l'Afrique, au nord de l'équateur. C'est la gâchette. C'est-à-dire que si on dit souvent que la balle, ça va à Madagascar, au bout, c'est le Cameroun qui a la gâchette. Donc si on appuie le Cameroun, la balle sort. Donc mais c'est clair ce que vous êtes en train de dire. C'est-à-dire quand vous regardez la carte, c'est bien clair, Mme Lidandjedi. Vous voyez très bien que si la France ne déstabilise pas le Cameroun, si la France ne prend pas le Cameroun, l'axe qu'elle a dessiné, cet arc-là qui est dessiné là, comment on dire ça? C'est un arc très fragile. Il ne sera pas opérationnel. Pour que cela soit opérationnel, il faut qu'on déstabilise le Cameroun. Donc l'enjeu, il est majeur. Alors, il est majeur. Président Banakaya, est-ce que c'est ce qui justifierait justement le fait que le Cameroun aujourd'hui, notamment dans ces 4 pôles, soit victime ou du moins soit en proie à la présence massive de certains groupes rebelles? Quand je parle de cela, je pense au Nozo, je pense justement à la frontière Cameroun-Centrafrique avec bien sûr ces rebelles du MLC et sans toutefois oublier Boko Haram. Mais vous avez tout compris. Vous avez tout compris. Le Cameroun est dans une guerre, est en guerre asymétrique depuis au moins 15 ans. Je peux dire ça date de 20 ans. Cette dynamique de déstabilisation du Cameroun date au moins de 20 ans, Madame Linda Dedi. Boko Haram, vous allez comprendre, je vais bien vous expliquer ça. Imaginez, vous voyez la dynamique, imaginez le Tchad. Si le président Déby n'était pas là pour stabiliser au Tchad. Imaginez que le président Déby ne soit pas là. Vous imaginez aussi que le président du Nigeria ne soit pas là. Je parle de M. Buhari. Vous imaginez en Centrafrique, M. Touadéra ne gagne pas les élections. Et que Tshisekedi réussisse ce qu'il est en train de faire en RDC. C'est terminé. Pourquoi? Actuellement, au Nigeria, le président Buhari est très conscient du danger qui consiste à jouer avec des rébellions. Parce que le pays a connu une rébellion avec le Biafra. Et le Nigeria connaît très bien que s'il s'amuse, le pays va éclater. Imaginez donc le Nozo. Et que vous avez un pouvoir qui arrive au Nigeria, qui est placé par les Joe Biden, qui est placé par ce réseau-là, international, qui est placé là. Vous avez un gouverneur, le gouverneur de Cross River, qui dit carrément qu'il ne reconnaît pas les accords de Gintre. Parce que par là, il dit qu'il ne reconnaît pas ça, qu'il faut remettre vacation au Nigeria.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le NOSO, ils auront une base arrière, claire et nette, pour leurs opérations. Alors, vous imaginez donc que le président du Tchad, si c'est par hasard, il n'est pas là, Madame Linda Dédi, et qu'un pion, comme M. Moussa Faki, qui fait le cinéma là-bas à l'Union africaine, qui dit que l'Afrique attend les vaccins, parce qu'il va être président, il donne les gages. Mais qu'un type comme ça la débarque là-bas. Le Boko Haram, écoutez bien, Boko Haram a une base arrière, maintenant claire et établie. Vous avez maintenant en Centrafrique le président Touadéra ne gagne pas les élections. C'est-à-dire que M. Jean-Yves Le Drian fait son cinéma en Centrafrique et il réussit. Madame Dina dit, le Cameroun explose en 1000 morceaux. Et croyez-moi, on ne blague pas. Rappelez-vous, au début, quand ce qu'ils appellent Covid a commencé, vous vous souvenez, Madame Dina dit, on a fait des émissions ici, nous avons rendu public un document confidentiel, diplomatique de la France, qui disait que le Covid est un moyen pour renverser tous les présidents d'Afrique centrale et mettre au pouvoir une nouvelle génération de dirigeants. Vous vous rappelez? On a fait le débat, vous vous rappelez? Au point où les Français, M. Le Drian, c'est lui, ils sont allés où ça dessiner les profils des futurs dirigeants, jusqu'au niveau de la société civile. Donc on ne parle pas des choses en l'air. Ce document, il existe. C'est un document, c'est un document stratégique de la France. Donc nous ne parlons pas les choses en l'air. Quand vous voyez dans ça, vous voyez maintenant ce qui se passe. L'éclatement de la coalition en RDC. Vous voyez les manœuvres de l'Odrian en Centrafrique pour me faire monter son pion de Dologuélé, maintenant que Bozizé n'a pas marché, de Dologuélé. Et je vous ai dit ici que Dologuélé a déjà signé les accords avec les Français avant d'être président. Je l'ai dit ici plusieurs fois. Monsieur Dologuélé. Vous voyez ce qui se passe avec Dologuélé. Vous voyez aujourd'hui au Nigeria, où il y a eu des gens qui ont demandé la démission du président Buhari. Quelque temps là, on a demandé qui doit démissionner, il peut diriger le pays. Comme était tout ça, vous voyez très bien que quelque chose se prépare. C'est d'autant plus, je donne encore un élément, cette fois-ci jeu économique et jeu monétaire. Vous avez vu par quelle manière M. Macron a voulu imposer l'éco, non? Vous avez oublié? M. Ouattara s'est autoproclamé mandataire des présidents de la CEDEAO. Mais c'est grave. Hein? M. Macron, en utilisant M. Ouattara, a détruit un processus trentenaire d'érection d'une monnaie souveraine, qu'on appelle l'éco. Il a arraché le nom pour aller imposer sa dynamique. Madame Linda dit. Et vous savez que ça a déclenché quasiment une guerre entre le Nigeria, la France et la Côte d'Ivoire de M. Ouattara. Pour justement l'enjeu sur cette monnaie. Vous croyez que M. Macron n'a pas intérêt à perdre cette bataille? Il va se battre comme il peut pour imposer son loco. Or, pour que ça marche, il faut que le djihad soit renversé. Il faut qu'on déstabilise l'Afrique centrale qui jusqu'à présent, n'est pas malléable. Il faut dire la vérité, Madame Linda Dédi. Ce n'est pas l'Afrique centrale qu'on a signé l'éco. Ce n'est pas par un président d'Afrique centrale qu'on est passé pour faire ce coup monétaire à la CEDEAO. So I grew up singing in church, but like I remember the first time hearing something that made me go, holy crap. CEDEAO, si ça n'a pas été pour l'Afrique centrale, c'est parce qu'on sait là-bas quelle est la résistance. Dans la première partie de leur plan, Ouattara signe l'éco et le Covid permet de renverser tous les présidents d'Afrique centrale et ceux qui émergent donc viennent consolider cette zone monétaire nouvelle que M. Macron voulait imposer. Entre-temps, il faut renverser Buhari qui est clair et ferme. Il n'est pas question que le Nigeria s'aventure dans cette saleté monétaire. Donc vous voyez que le tableau, il est clair. Le tableau est bien dessiné. Quand vous avez écouté, je donne encore un élément pour que les gens comprennent. La dernière cérémonie qu'il y a eu à Brazzaville, où on célébrait, je ne sais pas quoi, des bêtises, où on célébrait des bêtises de relations France-Afrique. À Congo-Brazzaville, M. Le Drian était par exemple comme le parrain d'honneur de la cérémonie. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que les Africains doivent se réunir avec la France pour combattre les autres, c'est-à-dire la Russie et les autres. Pourquoi? Parce que l'Afrique n'est l'Afrique que si elle est mariée à la France. Là, ça ne fait pas 2 mois. C'était à Brazzaville. J'ai oublié l'occasion. J'ai oublié parce que ce genre de cérémonie ne m'intéresse même pas. Donc, c'est passé tellement ça m'énervait que je n'ai pas voulu écouter. Mais ça ne fait pas 2 mois. C'était à Brazzaville. Donc, vous voyez que il y a un ensemble d'actes géopolitiques, d'actes géostratégiques de haut niveau, d'actes diplomatiques qui indiquent clairement le projet de M. Le Drian. Qui lui a au cœur de tout ça, hein?
C'est monsieur le... Vous voyez partout, celui qui est au cœur de tout ça. Il est ministre des Affaires étrangères, tout ce que vous voulez, mais c'est vraiment le monsieur Focard. C'est lui tonton Focard. Celui qui est au cœur de tout ça. Vous allez en NDC, c'est lui. Hier, il a dit c'est Fayoulou qui a gagné les élections. Et maintenant, il a lâché Fayoulou. Il s'est rapproché de Tshisekedi, à qui il a promis une col de guerre pour renverser, pour balayer les dispositifs que Kabila avait mis en place pendant 18 ans. M. Tshisekedi a accepté. Vous voyez ce qui se prépare, ce qui se passe en RDC. Il a ses pions en Centrafrique, il a ses pions au Nigeria. Mais Mme Linda Dedi, vous voyez tout ce que M. Le Drian est en train de manœuvrer à travers l'instrumentalisation qu'on a voulu faire de Covid, tout ce que vous voulez. Donc, le tableau est plein et clair. Chacun peut voir. Alors, la question que je voudrais vous poser à présent, Président Balakani, c'est que malgré le fait que ce tableau soit assez explicite, on retrouve quand même au sein des classes politiques africaines, très souvent les appelle ces employés de maison. Tout à fait, les nègres de maison. Les nègres de maison qu'on retrouve toujours au sein de la classe politique africaine. Qu'est-ce qui peut bien nourrir cet engouement au niveau de ce type de personnes? Je vous ai dit tout à l'heure, Mme Linda Dedi, que le focalisme est inséparable de ce qu'on appelle la corruption. La corruption. Donc, c'est quoi la corruption? Ce n'est pas seulement la corruption financière. Il y a d'abord la corruption même, c'est-à-dire intrinsèque. C'est-à-dire, on corrompt votre personnalité. Vous avez parlé des loges. Des loges où les gens subissent toutes sortes d'initiations qui ont pour projet de les dépersonnaliser et de les esclavagiser sur le plan spirituel d'abord. Donc, votre âme est déjà corrompue par la tutelle ésotérique qu'on vous impose à travers les loges. Maintenant, on vous s'est doublé ou bien triplé de la corruption financière, c'est-à-dire la corruption par votre mode de vie, par le standard de vie. Oui. Vous voyez, on vous fait avoir un standard de vie. Et en Afrique, c'est quoi le standard de vie? C'est quelqu'un qui peut vivre en Afrique, avoir aussi un pied en France, avoir un pied aux États-Unis. Donc un grand en Afrique, c'est quelqu'un qui a les comptes bancaires aux États-Unis, qui a les comptes bancaires en France, dans les paradis fiscaux, et qui a un appartement. C'est-à-dire, quand il descend à Paris, il a un appartement. Il descend à New York, il a un appartement. Il descend en Belgique, il a un appartement. Quand vous avez ce train de vie, vous êtes déjà corrompu. Parce qu'à cause de ce train de vie, vous êtes incapable de défendre les intérêts de votre continent. On vous tient par ça. Je laisse de côté vos enfants qui fréquentent les grandes universités, il faut payer. Donc il y a tout ça. Et quand ces gens volent, ils détournent de l'argent. Hein? D'abord, on les encourage à voler. Et quand ils volent, on les encourage à sécuriser cela dans les paradis fiscaux, dans les comptes offshore. Mais on vous tient, Mme Linda Dedi. On vous tient. C'est-à-dire, la corruption, c'est la capacité qu'a eu un pays comme la France de fabriquer les élites africaines. C'est de cela qu'il s'agit. C'est-à-dire que depuis les années 60, et même à travers la colonisation, ça a permis à la France de faire émerger une élite corrompue. Ça dure longtemps. Hein? Ça fait longtemps. C'est-à-dire que depuis la colonisation, en passant par l'esclavage, tout ce que vous voulez, le cœur de la géopolitique, et je salue votre intelligence quand vous soulevez la question, le génie occidental en général et celui de la France en particulier a été de faire émerger une classe d'élite dont la vie dépend de la France, dont la vie dépend de l'Occident. Et on les a élevés en les dressant contre les populations locales. C'est-à-dire, elles se sont constituées comme classe historique par opposition, vous voyez, à l'avenir du continent, par opposition aux intérêts fondamentaux du continent. C'est cette génération-là. Il y a un ensemble de familles, Mme Linda Dedi, depuis ceux qui étaient des courtiers, des intermédiaires dans la vente des esclaves, depuis la colonisation, la néocolonisation, aujourd'hui la colonisation globale qu'on est en train de nous opposer. Vous voyez ces vieilles familles, ces vieilles solidarités de classe, n'est-ce pas, ces individus, ces élites qui émergent dans la religion, dans le secteur religieux, en économie, dans les universités et surtout en politique. Ce sont elles, Mme Linda Dedi, qui sont activées de temps en temps. Qui sont activés de temps en temps pour embêter le continent, pour jouer le jeu de ces gens-là. Vous les avez en RDC, vous les avez au Cameroun,
Vous les avez au Tchad. Je vous ai parlé du cas emblématique du président de l'Union, du président de la Commission de l'Union africaine. Mais dites-moi, qu'est-ce qui a pris ce monsieur-là pour dire que l'Afrique attend les vaccins? Il y a les malades en Afrique. Pourquoi? Mais il a été positionné, Madame Lida Didi. Il donne des gages. Et il donne des gages pourquoi? Il vise le Tchad. Il veut rentrer au Tchad, être président. Voilà comment on les fabrique. Vous avez aujourd'hui, vous ne comprenez pas comment un monsieur comme Tshisekedi peut s'amuser à jouer ce jeu en RDC. Il ne s'agit pas de blanchir Kabila, mais il y a un accord, il y a eu un accord qui a jeté les bases d'un renouveau de ce pays. Mais aujourd'hui, on voit M. Le Drian aller déstabiliser le pays en organisant la guerre entre les frères, qui hier se sont donné la main. Pourquoi? Parce que si vous étudiez la famille Tshisekedi, vous étudiez leur histoire, vous allez comprendre qu'ils font partie de ces familles que les Occidentaux ont suscitées en Afrique et ont corrompu, comme je viens de vous expliquer, pour justement garantir leurs intérêts, les activer de temps en temps pour créer le chaos et accélérer et faire réussir leur dessein. Ce n'est pas seulement un dessein. Vous en avez plein au Cameroun, alors nous parlons. Et pour le Cameroun, c'est grave, parce que dans la tête de M. Le Drian, la succession du président Biya est engagée. Donc, il faut tout faire. Et quand une succession est engagée comme ça, d'après leur calcul, le pays est fragile. Le pays est imprenable. Pourquoi? Parce que toutes les élites du pays, chacun vise la place du président. Chacun est en train de se positionner. Donc, les Français sont assis là-bas. Les élites viennent dire que non, on est là. C'est-à-dire, il faut nous activer davantage, doser le niveau d'activation, parce que nous, on veut remplacer le président. Chacun vend ses services. Et M. Le Drian est là pour arbitrer. C'est ça le Cameroun aujourd'hui. Chacun, tout ce qui l'on a appelé le président Biya, donne les gages à Paris. Et M. Le Drian est content. Et ils activent ça. Pareil au Nigeria. La société de Buhari est ouverte. Vous comprenez? Et les gens sont même prêts à remettre en question. Je vous le dis, hein. Il faut que ceux qui sont les dirigeants dans le golfe de Guinée comprennent ce qu'on a entendu dire. Nous parlons aux dirigeants du Cameroun. Vous comprenez? On est même prêt à remettre en cause des accords de Dentri, Sébakassi. Les gens sont prêts à remettre ça en cause. Pourquoi? Pour la déstabilisation et la captation de nos ressources. Voilà le tableau, il est clair. Tant que ce tableau n'est pas bien dessiné comme ça, les gens peuvent croire que non, madame, on est assis là, vous avez une affaire, on invente nous sommes dans les fantasmes. Non, le tableau est clair et il est bien dessiné. Alors, pour rester justement sur le cas photocopie Foccart, parlant bien sûr de Jean-Yves Le Drian, est-ce que, rendu à l'état des choses actuelles aujourd'hui, notamment dans ce plan machiavélique qui est préparé par Jean-Yves Le Drian, est-ce qu'à un moment donné, les dirigeants africains, puisqu'on nous en parlons tout à l'heure, on a par exemple le président Idriss Déby Itno, il y a même le président Paul Biya, on pense aussi au président Obiangema de la Guinée équatoriale, qui, il y a quelques années de cela, a complètement déjoué un coup d'État qui visait également à la même déstabilisation. Réalisé par qui? Par photocopie? Par photocopie, voilà. Photocopie Jacques Foccart. Il faut préciser. Alors, ces présidents aujourd'hui qui ont déjà, j'ai envie de dire, un œil assez averti sur la personne qui est en face, sur cet ennemi commun, est-ce qu'il ne serait pas peut-être temps aujourd'hui de mettre sur pied cette stratégie pour justement empêcher que cela n'arrive? Non, vous savez que nous sommes modestes, on connaît notre place. On apprend pas à des vieux singes à faire la grimace. Donc nous voyons, on peut dire que quand on regarde les choses, les présidents de l'Afrique centrale sont conscients des enjeux. Et ils ont de la stratégie. Mais il y a un risque. Quel est le point faible? Le Drian. Photocopie Le Drian, comme vous le dites. Photocopie Foccart, n'est-ce pas? Monsieur Le Drian connaît une chose. Qu'est-ce qu'il fait? Il sait que dans ce pays-là, les successions sont ouvertes. Il le sait. Vous prenez la Guinée équatoriale. Mais Monsieur Le Drian est l'ami de tous les Guinéens qui sont à l'étranger et qui veulent la tête du président Obiang. Mais surtout, qui veulent la tête de son fils. Vous connaissez toutes les affaires qu'il y a eu des biens mal acquis. Tout ce qu'il y a eu là. Donc, voilà pourquoi. Ce n'est pas le vieux qu'on vise. Non. C'est qu'il s'agit de faire déraper la succession. Parce que plus ça va déraper, le pays va être éclaté. Et quand le pays est divisé, il est faible, non? C'est aussi simple que ça. Donc, le but, c'est de tout faire pour faire déraper la succession, activer davantage, aggraver les contradictions internes, vous voyez, et les arbitrer. En Guinée équatoriale, par exemple, M. Le Drian a sous la main une panoplie
de cadres de Guinée équatoriale qui roulent pour ce projet, y compris même ceux qui sont en Guinée et font semblant d'être les serviteurs loyaux du président. Attention, l'affaire de Bien Malaki a démontré ça, je sais de quoi je parle. Il y a même des choses que nous ne disons pas ici. Vous prenez même situation au Cameroun. Pourquoi? Parce que les Français, et Photocopie Focard, c'est son travail, c'est d'activer les contradictions liées à la succession des présidents. Au Cameroun, vous connaissez le rôle qu'on fait jouer à un certain leader politique dont je ne ferai pas l'honneur de citer le nom. Vous connaissez cette acquaintance. Il n'est pas seul. Hein? Au cœur du pouvoir de Yaoundé, autour du président, les barons militent, travaillent. Déjà, ils sont déjà, pour eux, Paul Biya, le président Biya, c'est le passé. Ils sont déjà en train de se positionner, n'est-ce pas, pour la succession. Et il y a un cas, parlons comme ça, un cas au Cameroun qui cristallise cette affaire, l'affaire du port autonome de Douala. Vous voyez que les barons se battent. D'autres, il y a une partie qui dit non, le Cameroun d'abord. L'autre dit non, il faut que Bolloré revienne. Et ceux qui disent que Bolloré revienne sabotent le travail de ceux qui sont en train de rouler pour la souveraineté du pays. Et qui est derrière tout ça? Photocopie. Puisqu'il est venu, vous savez, il était en visite au Cameroun pour dire que je viens relancer la coopération avec le Cameroun. Or, quand Photocopie dit coopération, méfiez-vous. L'enjeu, c'était le port autonome. D'autres enjeux arrivent. La fin de la concession Camrail. Et d'autres, et d'autres. Donc, vous voyez tout ça. Là encore, on active les contradictions autour de la succession. Vous allez en Centrafrique, pareil. En Centrafrique, le président Touadéra, il se bat comme un beau diable. Et ça fait même pitié. Et on a mis de la compassion pour ce président. Mais on lui a foutu des rebelles qui sont là, qui ne désarment jamais, qui sont protégés, qui refusent la paix, qui refusent les offres. We've gone from a place where the ocean was clean to a place where the ocean was dirty in my lifetime. Now, it's unsafe to surf or swim for 72 hours after it rains. When I got out of the water, I saw this beached whale right on the sand. There were these scientists who were like opening up the whale, and it was full of plastic. Qui refusent la paix, qui refusent les offres qui leur sont faites. Pourquoi? Ils le disent, protégés par Paris. Et qui est celui qui gère ça? Photocopie Focard. C'est lui qui est le protecteur. Pourquoi il les protège? Pour faire chanter le président Touadéra. Pour le faire chanter. En RDC, j'ai déjà expliqué. On est allé offrir, Photocopie est allé offrir à Tshisekedi. Il n'est pas allé offrir, Tshisekedi voulait ça lui-même. Faut pas, il voulait ça. Bon, il ne veut rien. Ça fait longtemps qu'il a été recruté par eux. Photocopie et Tshisekedi se sont entendus que je t'offre une école de guerre. Ça veut dire que je te protège. N'aie pas peur des généraux de Kabila. Et tant que nous on les efface, ils ont dealé. Et maintenant, fort de ça, vous voyez comment Tshisekedi bombe le torse. Il remet encore les accords. Pourquoi? La France, il est protégé. Vous allez en Angola. Vous voyez le nouveau président angolais. Qu'est-ce qu'il passe son temps à faire quoi? Il passe son temps à pourchasser la famille Dos Santos. On lui a dit, ça a un sens. On n'a pas le temps pour faire un vrai débat ici sur la corruption. Quand on passe le temps à pourchasser l'ancien président, qui a passé près de 38 ans au pouvoir, à pourchasser sa famille, ça a un sens. Et quel est un parrain pour vous? Ça a un sens. Allez voir qui est derrière. Vous allez voir. Il y a le pied de Photocopie Focard. Vous allez voir. Vous allez
Je ne parle même pas du Sahel. Mais Président Badakari, ce qui est un peu plus surprenant dans cette histoire de photocopie FOCA, c'est qu'ils ne s'en cachent pas d'ailleurs de le dire qu'en politique, il n'y a que les intérêts qui comptent. Ils ne s'en cachent pas de le dire, notamment avec la forte présence russe du côté de la Centrafrique. Il avait d'ailleurs signifié qu'il ne voyait pas d'un bon œil la présence russe du côté de la Centrafrique. Et justement, il renouvelait ainsi le soutien de la France. C'était carrément une opération de charme qu'il lançait sans toutefois s'en cacher. Mais est-ce que le fait très souvent de balancer ce genre de propos ne pourrait pas à un moment donner un peu de sagesse à ces employés de maison? Non, il ne peut pas. Mais vous posez la question la plus difficile qu'on puisse poser à un homme politique. Parce qu'une chose est sûre et certaine. C'est compliqué. Une chose est sûre. Elle est juste. Une chose est sûre et certaine. La France, que ce soit la France ou encore les réseaux de Jacques Faucard, ou les anciens réseaux, les nouveaux réseaux dirigés aujourd'hui par Jean-Yves Le Drian, très souvent, une fois qu'ils ont fini de presser l'orange, ils la balancent. Oui. Mais je dis que vous êtes une génie. Mais comment je vais faire pour vous répondre? C'est compliqué cette question. La question de l'orange qu'on presse. Vous voyez que, pourquoi c'est compliqué? Pendant qu'on presse l'orange ici, vous avez au moins 10 000 oranges derrière qui disent que pressez-moi aussi. Nous voulons qu'on nous presse. C'est compliqué. Bon, non, je viens d'expliquer ça. C'est un programme. C'est un programme. Je vous dis que ne vous amusez pas, Linda Dédi, avec ce qu'on fait dans les loges. Peut-être que vous prenez ça à la légère. Les loges servent à préparer les oranges qu'on va presser. Les loges servent à ça. Et quand tu as initié apparemment tu es une orange, mais en fait tu n'es plus une orange. J'ai aimé votre formule, hein. C'est très pédagogique. On te voit orange, mais tu n'es pas une orange. Tu as une forme d'orange, mais qui est c'est-à-dire, dans le jus, dans l'essence interne de l'orange, est la propriété de photocopie et de données qui représente. Ces gens de dossiers, Linda Dédi. Ces gens de dossiers, on les tient. Je vous dis, on les a fabriqués depuis le berceau depuis leur naissance. Quand on prenait un monsieur comme le président Ouattara, ouais, on va dire que je peux faire une émission sans parler de lui. Non, mais attends, il s'agit de l'Afrique. Il s'agit de l'Afrique. Bon, vous regardez le comportement. Il est passé par où? Vous allez voir, jusqu'à déjà juin du FMI, c'est pas à ce niveau-là qu'on change. Quand on arrive à ce niveau, on ne change pas. Alors, madame nous a dit, vous savez pourquoi? Parce que ces gens en même temps ne jouent pas. Quand tu trahis le deal, on te corrige, c'est-à-dire, on t'inflige une correction terrible. Mais regardez ce qui est arrivé au président Ali Bongo. Mais parlons-en. Vous voyez que son AVC, là, c'était quoi? Vous rien. Non, il faut qu'on parle des choses. Nous prenons les faits concrets. Pas, les gens, on vous corrige. Vous trahissez le deal, on vous corrige. Et quand vous avez affaire à des Africains qui, pour la plupart, par la colonisation, étaient des gens qu'on a sortis de rien du tout, parlons comme ça, on les a dit comment? On vous amène au paradis. Le paradis, c'est l'Europe. Et le super paradis, la maison de Dieu lui-même, ce sont les États-Unis. Quand vous allez là-bas, mais vous êtes un petit Dieu. Donc, c'est de ça qu'il s'agit, madame Linda Dédi. Il faut, je vais dire une chose qui est très importante. La France va même loin. Photocopie Faucard
va jusqu'à proposer un deal aux Russes. Je vous le dis ce matin. Il dit aux Russes, entendons-nous, on bouffe les Africains. Ah, non, il faut que les Africains le sachent. Je vous le dis. Vous n'avez qu'à voir le discours de son patron Macron. Monsieur Macron passe son temps à dire ces jours en Europe que non, réconcilions-nous avec la Russie. Enlevons les sanctions. Mais ça ne vous dit rien. Est-ce que les Africains entendent ça? Parce que la France est en train de dire à Poutine que non, venez avec nous. Vous n'êtes pas des Noirs, vous n'êtes pas les Africains. Vous avez beau être des Slaves, mais vous êtes quand même Européens, nous avons la même peau. Venez avec nous, au lieu d'aller prendre là-bas, venez avec nous, on prend, on les écrase et on se partage. C'est le deal que la France est en train de faire la Russie. Alors moi je vous demande, Madame Linda Dédé, et si la Russie accepte, parce que les Africains même ne veulent pas comprendre, si la Russie accepte, et il y a des signes, regardez le deal qu'il y a eu autour de Russia Today, France. Put your finger in your mouth like a baby. Autour de Russia Today, France. Non, on fait le débat. Il faut qu'on donne des faits. Il y a un deal. Vous voyez comment ils se sont arrangés pour Russia Today. Vous avez vu le débat qu'il y a eu entre monsieur Photocopie Foka et Sergei Lavrov sur la question de Russia Today. Comment ça a été négocié? Allez voir comment aujourd'hui Russia Today gère certains dossiers. Donc les risques sont là. Il faut que les Africains comprennent. Voilà pourquoi nous avons très mal, Linda Dédé, quand nous voyons le comportement de quelqu'un comme Tshisekedi, pour prendre son cas. Voilà pourquoi on a très mal quand on voit ces hommes politiques. À l'exemple de Dologuélé, qui se fait manipuler. Cette société civile, les pasteurs, les prêtres, surtout le clergé catholique, surtout ce clergé catholique, dont le pape actuellement est un New World Order. Hein? Monsieur, vous l'appelez qui? Monsieur François. Une catastrophe, c'est-à-dire les catholiques devraient avoir honte d'avoir un pape comme celui-là. Donc quand vous voyez tout ça, c'est un tableau qui est inquiétant et qui demande de réfléchir. D'accord. Mais, allez-y, président. Mais l'Afrique centrale, tout n'est pas perdu. Hein. Nous avons des ressources, des capacités. Quand on voit le président Touadéra résister, on est content. On dit, les gens se battent. Quand vous voyez au Tchad, le président Déby tenir la barre comme il tient, on se dit qu'il n'est pas perdu. Quand vous voyez au Cameroun, le président Biya tenir la barre comme il la tient, comme il tient cette barre, on se dit qu'il n'est pas perdu. Quand on voit en Guinée équatoriale comment le vieux tient la barre, on dit qu'il n'est pas perdu. Madame Linda Dédé, un des paramètres majeurs de l'avenir de cette sous-région au plan géopolitique, j'ose le dire en toute modestie, ces présidents doivent tout faire pour maîtriser leur succession. Il faut que leur succession réussisse. Parce que tout le problème de Photocopie Foka, c'est de faire déraper les successions pour réussir leur projet. Et je voulais terminer en ajoutant, Photocopie Foka travaille pas pour la France. Ah non, 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 non. Les Gilets jaunes vous ont montré que ces gens-là se fichent pas mal de la France. Ils les ont massacrés. Photocopie et son patron ont massacré délibérément les Gilets jaunes. Ils sont en train de massacrer le peuple français avec cette histoire de Covid, tout le monde est en train de voir. Pour vous dire que l'enjeu est ailleurs, je vous ai dit, ils travaillent pour les Rothschild, pour ces grandes familles qui veulent confisquer toutes les richesses de la terre et faire de nous des esclaves à travers le vaccin. Voilà voilà le nouveau visage, n'est-ce pas, des patrons, du patronat de Foka Photocopie. Son ancien maître, l'original du focatisme, Foka, Jacques Foka lui-même. Jacques Foka, au patron direct de Gaulle. Celui-ci, qui est le nouveau Foka, comme vous dites, Photocopie, son patron, c'est ce que le centre vous décrit. Plus que son patron, direct là, Macron, est une propriété privée de Rothschild. Alors nous y reviendrons tout à l'heure. Le temps pour nous de permettre à nos téléspectateurs déjà en ligne de nous rejoindre également ce matin dans le cadre de cette émission. Et nous y allons tout de suite avec le pasteur Soa qui est avec nous depuis un bon bout de temps. Bonjour à vous pasteur et bienvenue. Bonjour Linda Dédé. Bonjour Linda Dédé, que la radio soit avec vous en ce matin. Bonjour, le président Banakani. Président Banakani, lorsque tu interviens, que tu parles, vraiment, nous avons tout le temps d'écouter, nous ne voulons même pas que tu arrêtes. Mais comme c'est un sujet, c'est pour tout ça qu'après les problèmes de Covid, là, nous sommes obligés de nous organiser ici pour que tu viennes spécialement nous prendre dans un océan pendant une semaine. Je pense qu'on est en train de voir comment les choses se fait. Et tout le monde t'attend ici.
Merci. Je salue Yasser de Tédikou et je salue les Barretons Blessons, l'homme fort. Bataille entre la France et la Russie pour le contrôle du golfe de Guinée. Je voulais simplement dire que la France a déjà perdu. Parce que la France ne pourra pas. Qu'est-ce que la France a apporté à l'Afrique? Qu'est-ce que la France a pu apporter aux pays qu'ils ont colonisés? Lorsque je prends la Côte d'Ivoire, rien. Lorsque je prends même le Cameroun, rien. Lorsque je prends la Centrafrique, rien. Le Sénégal, rien. C'est des palabres seulement. C'est les problèmes, c'est les difficultés. Et aujourd'hui, on parle du golfe de Guinée. Mais ce golfe qui s'étend depuis l'Angola jusqu'ici, je vous donne quelque chose de très important. Dans le golfe de Guinée, le Sénégal a fait un travail. Il y a eu un scandale, je le dis, dans ce golfe. Et aujourd'hui, tout ce qui est ressources sur le plan énergétique qui est dans ce golfe-là, ça dépasse aujourd'hui le golfe Persique. Donc le golfe Persique même, lui-même, il est épuisé à cause de ces palabres, tout ce qui se passe là-bas. Donc qu'est-ce que les Américains et les Français veulent faire? Donc ils veulent également créer des palabres de tous ces pays qui sont autour de ce golfe. Mais c'est pourquoi nous devons dire aux Africains d'avoir l'esprit d'être conscients, parce que s'ils ne sont pas conscients que nous n'appartenons pas à l'unité, ils vont créer des guerres. Voici aujourd'hui l'Angola qui a été perturbée. Aujourd'hui, le Cameroun qui est dans un point stratégique. Et par rapport à leur point stratégique, par rapport au Golfe, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut perturber également la Guinée équatoriale. Il faut perturber également le Nigeria. C'est pourquoi nous voulons dire que dans le système partenariat avec la Russie pourra mieux également sécuriser. Et la Russie peut mieux comprendre les Africains que nous sommes. C'est pourquoi, Barakani, avant de sortir, je vais poser une question stratégique. Je pense que c'est un problème géopolitique et c'est un problème d'intérêt par rapport à ce qui se passe. Mais Barakani, en tant que géopoliticien aujourd'hui et un panafricain, et qui fait l'honneur de l'Afrique, qui fait l'honneur des Africains, surtout les Ivoiriens, nous qui sommes ici au Ghana. Barakani, aujourd'hui, par rapport à tout ça, qu'est-ce qu'on peut proposer exactement à nos chefs d'État? Parce qu'il n'y a pas eu de proposition et qu'une guerre ou des guerres se déclenchent, comme tu l'as si bien dit, quel sera le sort de l'Afrique? Parce que l'objectif, il faut détruire également le Tchad, il faut détruire le Cameroun, la Guinée-Conakry, aujourd'hui la Centrafrique qui est peu loin du golfe, mais dans le système machiavélique, c'est évident. J'allais finir. Que le Seigneur te bénisse, Barakani, et Dieu te bénisse, et à l'écoute. Merci. Merci à vous, pasteur. What if we could see cyber threats in real life? Yesterday's technology can no longer stop them. Pasteur, ce soir, pour votre participation, nous allons prendre Madame Vicky. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Madame la journaliste. Bonjour, Monsieur Bandakani. Monsieur Bandakani, comme je l'ai dit, je suis à 98% d'accord avec lui souvent sur les sujets. Moi, les idées que j'aimerais proposer, je me dis que Afrique Média fait déjà un bon travail et le travail sur lequel Afrique Média devait s'appuyer, c'est de former les esprits des Africains pour qu'ils deviennent des patriotes. Parce que ça, c'est le premier rempli. Comme c'est tous ces rapaces-là. Parce que figurez-vous bien, aucun de ces pays qui sont, que ce soit Chine, Russie, Inde, nous sommes en guerre. Mais les Africains sont tellement naïfs qu'ils croient encore à la bonté des autres. Il faut mettre dans l'esprit des Africains que nous sommes en guerre et qu'ils soient préparés de manière patriotique. Une fois que les Africains ont le patriotisme en eux, ça c'est la première arme. Ils ne vont pas facilement laisser leur pays aux autres. Voilà, donc moi c'est ce que je propose. Et continuez toujours votre travail. Faites de telle sorte que les esprits africains soient ouverts au patriotisme. Voilà, ça c'est l'âme la plus fatale pour moi. Voilà, donc j'aimerais m'arrêter là et puis merci pour vos émissions.
Merci également à vous, Madame Vicky, pour votre participation ce matin dans le cadre, bien sûr, de cette édition à Ligne Rouge qui, voilà, se pose la question de savoir si Jean-Yves Le Drian, plus connu sur la casquette de photocopie Focar, ne serait-il pas le pourvoyeur des rebelles pour la déstabilisation du Cameroun, et ceci en passant par la République centrafricaine, car il faut le rappeler, justement, la République centrafricaine, pourquoi? Donc, on posera la question pourquoi le lien? Eh bien, le lien, c'est l'élection présidentielle fixée donc, au 27 décembre prochain. Cette élection, justement, qui, si jamais le plan machiavélique mis en place parvient donc à marcher, il pourrait avoir un éclatement qui va donc déverser ses résidus, notamment au niveau du Cameroun. Le Cameroun qui, voilà, se bat justement à sortir des foyers de tension, notamment du côté du Nozo, et bien sûr dans le Grand Septentrion avec la secte Boko Haram. Et donc ce matin, compte tenu bien sûr de certains faits et bien évidemment de certaines informations glanées et des enquêtes bien évidemment menées, Jean-Yves Le Drian ressort bien sûr à la tête des différentes manœuvres de déstabilisation qui sont donc mises en jeu ce matin. Nous en parlons avec vous, chers téléspectateurs, mais également avec le président Bandakani sur ce plateau ce matin. Et nous avons une question du pasteur Soa, une question assez pertinente quand même. Oui, je salue le pasteur Soa et toute la communauté ivoirienne qui est en exil avec lui là-bas, au Ghana. Qu'est-ce que nous devons proposer au chef d'État? Moi, je ne me prends pas au sérieux. Hein. Les présidents africains sont trop grands. Pour nous, Mme Linda Dédé. Vous savez que d'abord, ils sont inaccessibles. C'est pas facile d'accéder à des présidents africains. Les réseaux qui permettent l'accès aux présidents africains sont des réseaux très compliqués. Et comme moi, je ne suis pas compliqué, je préfère rester dans mon coin. Donc, ce que nous avons à faire, quand nous pouvons parler ici, on parle. Mais il est évident qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas dire ici. Les stratégies, ce n'est pas ici qu'on peut les donner. Nous dénonçons, nous expliquons, nous éclairons les tableaux pour que les gens lisent et chacun se fasse son idée. Mais, en tout cas, pour ce qui me concerne, moi, je l'ai déjà dit, moi, je ne cours pas à la porte du président. Je l'ai déjà dit. Donc, je reste à ma place, je ne cours pas à la porte du président. Donc, les présidents africains sont suffisamment entourés de grands conseillers. Je crois qu'on leur donne des conseils. Mais, quand j'ai dit ça, et là, je rejoins ce que dit Mme Vicky, la formation au patriotisme africain. La formation au patriotisme en tant est une voie extraordinaire. Nous n'avons pas d'autre choix que de faire émerger des patriotes. C'est le travail qu'on fait à Afrique Média. Et on voit quand même les fruits de ce travail. On donne des petits fruits, on voit des fruits qui sont en train qui poussent. Et ça nous encourage. Et on va aller loin, on va aller au-delà. Nous avons des projets pour l'Afrique. On va pas exposer ça ici. On ne va pas s'arrêter à ce qu'on fait ici. Il y a des projets pour doper la puissance géopolitique de l'Afrique, pour poser des jalons stratégiques puissants qui permettront de contrecarrer les gens comme Photocopie Focar. On travaille dans ce sens. Mais pour le pasteur Soa, on est désolé. Pour donner un conseil au président, il faut avoir ça à lui. Si vous n'avez pas ça à lui, vous allez faire comment? Vous n'allez pas écrire un document, ça arrive à un certain niveau. On déchire, il y a des gens, il y a des lobbies, les barons qui font le chantage aux patriotes, qui font croire que vraiment, si vous voulez accéder à tel cercle, donnez tel gage. Moi, Bandakali, je ne mange pas de ce pain, je donne les gages à personne, seul à Dieu. Le vrai Dieu, c'est à lui que je donne des gages. Je donne des gages à aucun président africain, à personne. Donc du coup, moi je n'ai pas ce genre de soucis. Mais je sais aussi une autre chose, c'est ça que je veux le dire. Je l'avais déjà dit ici à Afrique Média. J'avais dit ici que tous les présidents africains qui ne vont pas comprendre la dynamique du panafricanisme tel que ça a été déclenché depuis 10 ans, vont avoir les problèmes, ne vont pas tenir. Et les gens ont cru que nous blaguions. Mais ce vent passe partout. Vous comprenez? Ce vent passe partout. Je vais m'aller même loin ce matin. Ce qui se passe en RDC. Le président Kabila aurait pu anticiper. Ah non, 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 je vais le dire ici ce matin. Nous avons fait les propositions à son entourage. Nous avons dit que voilà ce qui va arriver. Est-ce qu'on a été écouté?
Mais quand des gens prennent des postures, des gens croient que le monde est comme ça, ils sont trop grands, Dieu va se coucher à leurs pieds, ils se prennent. Mais je vous dis, je le dis à mon autre vision aujourd'hui, que les gens l'entendent. Le camp Kabila aurait pu anticiper cette affaire pour le bien du pays. Et ce n'est pas la proposition qui a manqué. Moi, Banakali, j'en ai fait. Quand j'étais en RDC par le biais d'Afrique Média, même en dehors. Mais est-ce que les gens, exactement ce qui arrive là, je leur ai dit que c'est ce qui va arriver. Mais Lida Dédi, vous voulez qu'on fasse quoi? Les gens sont trop grands. Ils pensent que la politique, c'est prendre des grands airs. Les gens prennent des postures. Mais voilà ça. Ce que j'avais dit, ça peut être... Voilà ça. J'avais prévenu que ce qu'il dit fera ce qu'il va faire. Et j'ai indiqué pourquoi il va le faire. Ça m'a écouté. Et ce n'est pas le seul cas. Hein. Non, je ne dirais pas au pasteur soir. Il faut que les Africains connaissent la vérité de certaines choses. Donc, les chefs d'État ne sont pas accessibles. Pour accéder aux chefs d'État, il faut se mettre à genoux. C'est certains chefs d'État. J'ai dit, moi, Balakani, je ne me mettrai à genoux devant aucun président. Non, je parle de l'accessibilité. Il y a des personnes qui sont flexibles. Oui, tant mieux. En tout cas, parce qu'il me concerne, moi, Balakani, je ne sais pas manœuvrer derrière les portes. Moi, je ne connais pas faire ça. Et je ne le ferai pas parce que il faut que les gens aiment quand même leur pays. Il faut que les gens comprennent qu'il s'agit du sort de l'Afrique. Que les gens comprennent que même pour leur propre intérêt, il a fait attention. Il ne suffit pas de mettre le président Kabila à plein de dispositions. Il a organisé la transition et tout et tout. Vous voyez ça, on vous casse en 2 jours. Ça ne suffit pas. Or, pour conclure tout ça, il y a une dimension géopolitique. Il y a une dimension géopolitique et ce n'est pas le moyen qui manque, Madame Lida Dédi. Écoutez, permettez-moi de dire ça. Quand les gens donnent des milliards à un journal comme Jeune Afrique, non, il faut qu'on parle. Prenons le cas de Jeune Afrique. Vous parlez de Foka. Vous savez que le Jeune Afrique, c'est le dépositaire de l'ancien Foka, dont l'autre la photocopie. M. Ben Yamet est le dépositaire testamentaire de M. Foka. Quand des gens donnent des milliards à Jeune Afrique, c'est pour faire quoi? Alors que nous, les panafricanistes, il faut moins que ça pour qu'on fasse des choses extraordinaires. Je dis moins que ça. Non, il faut que le monde entier nous entende. Il faut moins que ça pour qu'on fasse des choses extraordinaires. Mais les gens sont là, ils croient qu'ils ont été créés, ils sont spéciaux, ils ne vont pas mourir, ils sont trop forts. Ça vous rattrape. Ça vous rattrape. Donc moi je dis, ça je répondais au pasteur soir, moi je ne rêve pas. Nous sommes ici, on travaille. Je dis que la seule personne à qui moi je fais allégeance, c'est Dieu. Et Dieu est vivant. Dieu ne laisse pas ces créatures mourir comme ça. Et on est en train de voir les évolutions qu'il y a dans le monde. On est en train de voir cette évolution. Personne n'y échappera. Hein. Personne n'y échappera. Donc nous disons que, et là je termine avec Mme Vicky. Mme Vicky a donné une piste qui est très importante, la formation au patriotisme. Afrique Média est en train de le faire. Et nous, c'est ce que nous faisons tous les jours, former les Africains au patriotisme, les éduquer, les réconcilier avec des valeurs fondamentales qui permettent de résister à la corruption généralisée, à la corruption intégrale que le focatisme impose dans les pays africains et que Tonton Foka est en train de consolider et d'activer. Merci, Président Badakani. Nous allons repartir au standard, je crois, avec M. Ibrahim. Bonjour, vous êtes en Côte d'Ivoire et bienvenue sur Afrique Média. Oui, Madame Linda Déby, bonjour. Bonjour, mon frère Bandakani. Une fois encore, bonjour au PDG de Afrique Média. Bonjour, le standard. Même si je ne suis pas d'accord avec M. Bandakani sur tous les sujets, j'espère qu'il me comprend. Moi, ce que j'ai voulu souligner ce matin, j'aimerais que les Africains comprennent que la France n'a plus le monopole encore que nous le donnons. Nous donnons trop de monopole à la France. Alors que quand vous écoutez le discours d'Emmanuel Macron aujourd'hui, vous voyez qu'il est en pleine négociation avec l'Afrique. Vous pouvez encore dire que Monsieur le Drian devient Jacques Foucault. Ça, c'est un esprit que nous devons bannir ça. Aujourd'hui, nous voyons que beaucoup de chefs d'État, ils assument pleinement leur souveraineté. Mais il faudrait que nous inculpions ça aux nos chefs d'État. Aujourd'hui, quand vous voyez des pays comme le Cameroun, la Guinée équatoriale, Tchad, Centrafrique, vous voyez qu'il y a un seul pays qui se démarque au niveau de CEMAC,
Quand je viens au niveau de l'Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire, nous avons assuré pleinement notre souveraineté. Au Sénégal, au Bénin, plusieurs pays. Donc, ça ne sert à rien encore d'accuser la France. Moi, en tout cas, c'est mon combat qui est là. Notre propre problème, c'est nous-mêmes. C'est vrai que dans le passé, la France a sémé beaucoup de désordres dans nos pays africains. Mais dans ce 21e siècle, aujourd'hui, les Africains sont mis de prendre leurs responsabilités eux-mêmes, pas attendre les Occidentaux. Comme j'ai dit à M. Bandakani, aujourd'hui, la France négocie avec les Africains. Il faudra que nous comprenions ça. Il faudra que nous saisissions aussi les bons moments. C'est vrai que M. Bandakani ne peut pas voir l'effort que le président Ouattara fait en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, le peuple ivoirien est souverain. Comme vous avez bien vu, nous sommes sortis massivement, aller élire notre président massivement. C'est ce qu'on appelle la souveraineté. Mais je vois qu'au Cameroun, où M. Maurice Kamto a voulu sortir de l'eau, aurait que M. Bandakani le soutient, malheureusement, il allait soutenir M. Paul Biya qui ne peut rien faire encore au peuple camerounais, qui ne peut rien donner encore au peuple camerounais. Mais quand même, vous soutenez toujours M. Biya. Qu'est-ce qu'il va apporter encore aux Camerounais? Alors, merci à vous, cher monsieur, de nous avoir appelés et prière de rester quand même dans le sujet lorsque vous composez l'un des numéros de téléphone. Nous avons Alice Kwasi également au standard ce matin. Bonjour et bienvenue. Alice Kwasi, bonjour. Allô. Alice Kwasi, bonjour. Est-ce que nous allons finalement prendre Alice Kwasi? Ce ne sera pas le cas. Nous prenons un autre téléspectateur qui est au standard. Bonjour à vous et bienvenue. M. Koto. Au standard, bonjour. Est-ce que nous pourrons finalement avoir ce téléspectateur au standard? Ce sera donc pas pour cette fois-ci. Quelques petits soucis de ce côté-là, en espérant que tout rentrera donc dans l'ordre dans les minutes à venir. Et sur ce, nous restons bien évidemment avec ce plan de déstabilisation. C'est vrai, ce serait peut-être un peu redondant de reposer cette question, mais pourquoi justement déstabiliser? Vous le direz certainement pour avoir la main mise sur les richesses, comme vous le disiez tout à l'heure, les richesses souterraines et autres dont dispose l'Afrique centrale. Mais une fois, parce qu'en même temps, il y en a qui se posent la question de savoir, depuis des années que ces derniers pillent ces richesses, est-ce qu'ils n'en ont pas marre à un moment donné? Ne sont-ils pas fatigués? Non, ils ne sont pas fatigués par une dent de dit. Permettez-moi avant de répondre, de réagir à M. Ibrahim. J'espère que c'est son vrai nom. J'espère. Mon frère, il ne faut pas se cacher. Ne te cache pas. Si tu veux faire la promotion de Ouattara et des autres valets de la France, il ne faut pas te cacher. Fais ça directement. Toi qui viens dire au téléphone que la Côte d'Ivoire est souveraine. Vraiment, toi tu parles les Africains pour qui? Toi-même tu crois à ce que tu dis. Tu dis que non, on donne tout le pouvoir à la France. Alors qu'avant les élections, ton président Ouattara, pour passer, a vendu encore la Côte d'Ivoire à M. Bouygues, à M. Bolloré et les autres, avec des contrats spéciaux. Tu veux qu'on parle du contrat lié au métro, par exemple? Le métro, là. Surfacturé. Vide même sur le plan de la qualité. Tu vous parlez du Sénégal. Aujourd'hui, le réseau, là, le fameux train à grande vitesse qu'on devait faire au Sénégal, là, c'est à quel niveau? C'est à quel niveau? Tu vas entre le Sénégal, M. Macky Sall a fait vivre. Il y a son ministre qui a démissionné, c'est un Sané, jeune ministre, qui disait qu'il ne peut pas accepter au XXIe siècle le genre de contrat que M. Macky Sall donnait, n'est-ce pas, à la France. Quand il a dit, Monsieur le Président, la France est la moins 10 ans dans ce contrat, c'est une honte pour le Sénégal. Macky Sall lui a dit non, laisse-nous ça, c'est la France qui paye nos salaires.
C'est Ibrahim, tu ne sais pas ça? Vous prenez les Africains pour les qui? Vous n'êtes pas obligé d'appeler sur l'Afrique maintenant pour dire des bêtises. Vous prenez les Africains pour les qui? Vous dites que non, non, lui, la France, monsieur, vous ne pouvez pas raconter les histoires aux gens. C'est la France qui tient la Côte d'Ivoire. Sur 100 entreprises en Côte d'Ivoire, la France en a combien? Votre ancien Premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale, M. Guillaume Soro, dans sa dernière réaction, lorsque son ancien maître l'a désavoué, il a fait une sortie où il vous cite ses contrats. Il niait, quand on parlait avant, il s'appelait Média, lui, Guillaume Soro, il niait. Moi, aujourd'hui, vous citez ses contrats. Vous parlez de quoi? Vous appelez ça la souveraineté? Il faut arrêter ça, M. Ibrahim. Vous ne pouvez pas tromper les Africains. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays souverain. C'est un parfait comptoir global du XXIe siècle. Voilà pourquoi le peuple ivoirien se bat. Il se bat pour ça. Pareil pour le Sénégal, vous parlez de quoi? Vous avez dit que les pays du Sahel sont souverains, avec le feu qui brûle dans tous les pays du Sahel, organisé par la France. Vous dites que la foi n'est pas plus simple que ça. Alors, vous racontez les histoires. La France a voulu signer l'éco, a imposé l'éco-friperie, l'éco-frélaté en Afrique de l'Ouest par M. Ouattara. Vous n'êtes pas au courant de ça? Et le Nigeria, le Ghana sont en train de dire que cette monnaie-là, ça ne les concerne pas. Parce qu'ils avaient déjà un projet de 30 ans pour faire émerger une zone monétaire digne de son nom. M. Ouattara a cassé. Parce que M. Ouattara a fêté son anniversaire avec M. Macron en décembre cette année-là. Vous appelez ça la souveraineté? Attention, monsieur, nous sommes quand même au XXIe siècle. La France bénéficie d'une expérience diplomatique et historique sur le continent que d'autres pays n'ont pas. La France a dealé avec l'Allemagne au niveau de l'Union européenne pour que si l'Allemagne veut venir en Afrique, ça passe par la France. La France est un pays qui sait vendre une marchandise qui ne lui appartient pas. C'est-à-dire que, à cause de ces liens historiques qu'elle a tissés en Afrique, elle réussit encore à aller proposer à d'autres puissances, n'est-ce pas, dans ce milieu-là, à les faire comme si elle est propriétaire d'une marchandise et elle vend. La France a encore une place dans ce milieu-là qu'elle a réussi à obtenir, toujours grâce aux Africains, qui permet à la France de continuer à manœuvrer, mon cher ami. Venez dire que la France est notre important, c'est faux. Quand M. Le Drian, là, ce qu'il fait en Afrique, là, il peut aller faire ça où? M. Le Drian peut aller faire ça en Amérique latine? On va le chasser là-bas, il peut implanter là-bas. Dites-moi l'endroit dans le monde où M. Le Drian peut aller faire son cinéma là. C'est seulement dans son pré-carré, il peut le faire. Parce que ça s'appelle pré-carré, monsieur. Ça veut dire un endroit où la France, à cause de sa présence historique, à cause des liens qu'elle a pu tisser depuis des siècles, n'est-ce pas, a les moyens de peser sur le devenir. À cause de la corruption, la corruption des élites qu'elle a opérée, elle a les moyens d'intervenir. Personne ici ne dit que la France est très puissante, sinon nous on serait pas en train de nous battre. Donc il ne faut pas raconter des histoires. Donc si tu veux défendre ton ami Ouattara, fais-le. Tu as le droit d'appeler ici. On va te donner la parole. Mais ne raconte pas les mensonges. Deuxièmement, tu ne peux pas citer, tu dis que les pays africains de la CEMAC sont souverains. C'est toi qui l'as dit. Tu as cité Obiangema, tu as cité le président Biya, tu as cité Déby, c'est toi qui l'as cité. Mais 2 minutes après, tu dis que non. Pourquoi on soutient le président Biya? Il fallait mettre comme toi à sa place. Ça s'appelle l'incohérent. Tu es incohérent en 2 minutes. En même temps, tu dis que le président Biya lutte pour la souveraineté du Cameroun. En même temps, tu dis qu'il faut le remplacer par Kamto, qui est l'ami de M. Ouattara, et qui lui veut vendre le Cameroun justement à la France. Tu vois, c'est comme ça. Quand on n'est pas sincère, on verse dans les contradictions les plus primaires. Nous, on est clair. Nous, on soutient le président Biya. Et moi, je me cache. On soutient le président Biya avec des arguments et des preuves. Et des preuves. Toi, tu soutiens M. Ouattara, donc tes arguments, mais ne raconte pas, il ne faut pas raconter des histoires. Plutôt, tant tu reconnais qu'en Afrique centrale, les présidents se battent contre la France et ils sont un peu souverains. Si tu reconnais ça, ça veut dire que nous on a raison. Mais maintenant, ne te cache pas derrière la souveraineté des pays de la CEMAC qui se battent pour justement leur souveraineté, pour octroyer à M. Ouattara un certificat de patriotisme qu'il n'a pas. Non, il ne faut pas faire ça. M. Ouattara a choisi d'être un agent du New World Order, d'être un agent de ces réseaux-là. Il ne le cache pas. Mais assume ça. Trouve notre nom, donne ça. Mais il ne faut pas appeler ça patriotisme. Il ne faut pas appeler ça souveraineté. Trouve un autre nom. Et on pourra s'entendre. Pour revenir donc à votre question, est-ce qu'ils ne sont pas fatigués de piller? Le pillage capitaliste a ceci de particulier, Mme Linande dit, c'est que plus vous pillez, plus vous êtes obligé de piller davantage. C'est ça la dynamique même du capitalisme. C'est que la soif de profit se renforce. Plus c'est un engrenage. Plus vous avez de profit, plus vous ne vous arrêtez pas.
il faut toujours avoir le profit. Pourquoi? Si vous arrêtez, d'autres vous éliminent. Vous êtes éliminé. C'est pour ça qu'il y a une dialectique dans le système capitaliste entre la concurrence et le monopole. Ceux qui sont plus puissants en organisation, en technologie, parce qu'ils innovent, entre guillemets, par les moyens technologiques, ils vont imposer un monopole dans un secteur donné. Mais pendant que tu es dans le monopole, d'autres aussi se battent pour te renverser dedans. Pour te renverser, te déclasser et prendre ta place. Donc c'est une spirale qui ne s'arrête pas. Les pilleurs ne vont jamais se rassasier. Je vous ai dit aujourd'hui, le niveau qu'atteint le capitalisme. Et ce niveau, voilà pourquoi aujourd'hui, on vous parle du vaccin. Le vaccin, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on veut faire? C'est parce que les marchés sont épuisés. Les marchés traditionnels, Madame Linda Dedi, sont épuisés. C'est-à-dire quand les capitalistes calculent le niveau moyen de profit qui circule, ça les garantit pour la rentabilité de leur investissement. Ils estiment que c'est dangereux. Vous voyez? Donc il faut balayer au niveau des marchés. Il faut nettoyer. Il faut nettoyer. Ça veut dire qu'il y a des catégories, des catégories sociales au niveau de la division du travail capitaliste. Les petites entreprises, vous voyez, les moyennes entreprises, par exemple, les petits commerçants, tout ça, qu'il faut balayer pour créer un nouveau marché vierge réservé justement à ceux qui ont la capacité d'investir dans un certain niveau d'innovation, dans certains niveaux d'innovation technologique qui les garantissent des marges de profit claires. C'est ça l'enjeu du Covid. C'est ça, quand on vous parle du grand reset, quand on vous dit qu'on va réinitialiser l'économie mondiale. C'est pourquoi? C'est parce que les patrons, les Rothschild, les barons capitalistes, qui estiment que, mais, à la Lucie, on est mort. Nous sommes entourés par des milliards de gens fâchés, affamés. Et nous, on est une poignée de riches. Si ça reste comme ça, là, un jour, ils vont entrer dans nos maisons, ils vont nous bouffer cru. Comment on fait pour les contrôler? D'abord, on les vaccine pour contrôler leur vie matin, midi, soir. Et on crée un nouveau type d'humain qui va nous garantir un certain niveau de consommation que le vieil être humain ne nous garantit plus. Voilà pourquoi vous vaccinez, Madame Linda Dedi. Voilà pourquoi vous vaccinez les Africains. Voilà pourquoi il faut renverser la vieille garde de présidents en Afrique. Voilà pourquoi il faut mettre à la tête d'Afrique de nouveaux présidents vaccinés, vaccinés même, qui vont obéir à tonton photocopie. C'est-à-dire, on va seulement appuyer un bouton dans un serveur central, on appuie, bref, on veut des logiciels à la tête des États. Nous, on va devenir des logiciels, c'est-à-dire des êtres humains génétiquement modifiés, mais à la tête des pays, on va placer des sur-logiciels, des gens, ils sont sur-logiciels parce qu'on les a complètement lavés, ils ont des trucs qu'on a mis en eux, on va seulement gérer à partir d'un serveur central. Vous riez, mais je vous dis, c'est la vérité. Hein? Alors nous parlons. Un pays comme la Chine. C'est pour ça que vous allez voir le deal entre l'OMS et la Chine. Un pays comme la Chine aujourd'hui est en train de fabriquer une génération de soldats. Écoutez-moi bien. Vous allez comprendre pourquoi ils peuvent faire s'arrêter de piller. Une génération de soldats qui sont moitié humains, moitié robots. Vous savez ça? Vous croyez que quand la Chine fait ça, les puissants ne vont pas laisser faire. La Russie va entrer dedans. L'Amérique va entrer dedans. L'Europe va entrer dedans. Et cette guerre entre ces puissances-là demande beaucoup de ressources. Je vous ai parlé de terrain. Le niveau de technologie qu'il faut mettre en œuvre justement pour faire face à cette nouvelle guerre de type bactériologique, n'est-ce pas, qui est désormais la frontière de la guerre dans le monde entier, demande beaucoup de ressources. Donc on va encore vous piller davantage. On doit vous sucer davantage. C'est pour ça que les Africains doivent élever la réflexion pour comprendre aujourd'hui à quel niveau on se trouve. Je ne dis pas qu'on a perdu, non. Non. Les hommes ont leur plan. Dieu a leur plan. Vous savez que moi, je suis un croyant, non? Je crois beaucoup en Dieu. Les gens ont leur plan. Dieu a ses plans. Chaque fois que les hommes, Madame Linda Dedi, se sont élevés et ont dit que désormais ils sont Dieu, le vrai Dieu les a fait tomber. Et c'est ce qui va arriver à ce système-là. Là, au moins, il y a un espoir pour l'Afrique. Merci, Président Banakani. Nous repartons au standard avec, je crois, M. François depuis la Côte d'Ivoire. Bonjour. Madame, je suis M. François. J'appelle d'Abidjan. Je voudrais particulièrement féliciter le président Badakani. Depuis près de 10 ans, nous écoutons M. Badakani. Et nous savons que Badakani est une espèce de personnage comme en avait eu besoin l'Europe pour se développer. À l'époque,
comme l'Asie en avait eu besoin pour se développer, pour s'affranchir de l'impérialisme occidental, il y avait eu des gens comme Badakani qui pouvaient éclairer les populations. Bon, aujourd'hui, à partir de la Côte d'Ivoire, déjà appelle. C'est pour cela que j'appelle ce matin pour féliciter le président Badakani, parce que il éclaire les populations africaines en lutte pour leur émancipation, pour leur indépendance, pour leur souveraineté. Je voudrais donc le féliciter particulièrement de tenir bon. Parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous avons une clique de pseudo-politiciens, n'est-ce pas, qui pensent analphabètes d'ailleurs. Et on les connaît quand ils appellent et qu'ils disent leur nom, on sait déjà de quel côté ils se trouvent. Et nous savons très bien que le président, la Côte d'Ivoire, encore que depuis l'époque de Gbagbo, quand depuis le président Gbagbo est parti, la Côte d'Ivoire a encore régressé de décennies en arrière. Et il a fallu cette chaîne-là, panafricaine, pour véritablement être le porte-flambeau de la voix des Africains opprimés, des peuples africains opprimés. Je voudrais, par finir, sortir par là, dire que M. Badakani doit tenir fort. Voilà, pour permettre aux Africains vraiment d'être conscientisés et vraiment d'aller de l'avant. Voilà, et de s'approprier leur continent et se développer et être regardés comme des hommes par les autres. Voilà ce que le président Gbagbo disait. Nous voulons simplement qu'on nous regarde comme des hommes et pas comme des animaux. Merci au président Badakani, merci, au revoir. Également à vous de nous avoir rappelé. Nous restons au standard avec justement d'autres téléspectateurs ce matin qui souhaitent apporter leur contribution à la thématique donc choisie du moins posée sur la table de Ligne Rouge ce matin. Nous restons au standard avec un autre téléspectateur. Bonjour. Linda Déby. C'est M. Abou depuis l'Angleterre et je suis tellement content de vous voir ce matin. Vous êtes une grande journaliste. Je souhaitais vous saluer avec beaucoup de déférence, d'amour profond, de lumière, de paix et de joie. Je salue votre invité de marque, M. Badakani, président que j'adore. Je salue tous les techniciens, le PDG que j'adore et tous les appelants qui sont sur la plateforme Telegram. Une fois que j'ai dit cela, j'ouvre cette petite parenthèse pour rassurer Badakani que celui qui a appelé, effectivement, c'est Barak. C'est Barak qui se fait appeler Ibrahim. Pourquoi il le fait? Parce qu'il a honte. C'est lui qui disait ici que si Alassane Draman allait pour un troisième mandat, lui, il allait carrément laisser tomber Alassane Draman Ouattara. Donc c'est lui qui n'est pas cohérent. Monsieur Badakani, vous êtes cohérent, président. Toute l'Afrique le sait. Donc, je ferme cette parenthèse-là. D'abord, même Barak, c'est même pas un vrai Ivoirien. Non, pas Ivoirien. Mais je ferme cette parenthèse-là. Je dis que Linda Déby est une grande journaliste parce qu'elle a soulevé une question qui est fondamentale. Le président a répondu à cela. Mais c'est ça le problème fondamental. Le problème de l'anticipation. C'est ce que nous, néo-panafricanistes, nous reprochons, même à Kadhafi. Nous avons dit quoi? Que Kadhafi, il connaissait tous les ennemis. Avec tout l'or, au lieu d'aller cacher ça au désert, il a enterré l'or au désert. Aujourd'hui, les ennemis l'ont retrouvé l'or. Il aurait pu donner, pourquoi on le protège sur place là, il aurait pu donner toute cette or là à la Russie et la Russie l'aurait protégé. C'est comme si vous payez une compagnie de sécurité. C'est de la même manière que nous reprochons à tous les présidents actuellement. Ils savent qu'il y a l'as du mal qui existe. Ils savent que le Drian, il essaie d'être comme Foka. Mais Foka, c'est un terroriste pour l'Afrique. Donc, le Drian devait être classé comme terroriste au XXIe siècle. On dit que ici, en Angleterre, d'où je vous appelle, nous, par exemple, il suffit que nous disions quelque chose sur la Shoah, ce qu'on appelle le génocide juif. Nous sommes classés comme antisémites. Vous comprenez? Nous sommes fichés S. C'est tolérance zéro. Et ça nous suit partout au travail, dans toutes nos affaires, ça nous suit. Nous sommes traqués. C'est de la même manière que nous, en Afrique aussi, on devait avoir notre registre de personnes traquées, comme le Drian. Toute personne qui fait apologie de De Gaulle, de tous ceux-là même qui ont fait souffrir l'Afrique, de tous ceux-là même qui mettent l'Afrique dans l'état que l'Afrique est, avec la France-Afrique, ils devaient être classés comme personnage
non grata en Afrique. Donc, c'est un peu ce problème de non-anticipation. Hein? C'est ce qui nous frappe à chaque moment. Nous voyons l'as de mal. Vous voyez en Afrique de l'Ouest, d'où je suis originaire, là-bas, nous voyons qu'ils sont en train de construire un groupe de personnes qui vont instaurer l'éco. Nous voyons tout ça arriver. Aujourd'hui, Nana Akufo-Addo, je vous expliquais d'où il vient. Il était à Londres ici avec nous. J'ai un avocat qui était ici. Donc, il a été colporté par Alassane Dramane Ouattara. C'est le même groupe. Ils sont en train de l'installer. Le dernier verrou, c'est Boari. Ils veulent tuer Boari et puis mettre leur mafia en place. Nous sommes foutus. Mais nous voyons venir et nous n'anticipons pas. Je dis, c'est ce que Dieu me dit toujours. Le mal a le droit d'être constitué, mais à côté de ça, le bien n'a pas raison de se calmer quand il voit le mal en train de se constituer sans combattre le mal. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Quand le bien se lève pour combattre le mal, il a la victoire absolue sur le mal déjà. Il va vainqueur parce que Dieu est le bien. Donc, Dieu dit, le bien n'a qu'à s'apprendre à lui-même. C'est pour dire quoi, tous ceux qui se disent bien, tous les chefs d'État qui se disent bien, qui ne se mettent pas ensemble pour anticiper contre le mal, c'est de leur faute. Dieu dit que c'est de leur faute. Parce que le mal a vocation de faire mal. Tous les gens, Luc de Drian, les Macron, tout ça, c'est leur vocation de faire du mal. Mais le vrai problème, c'est quoi? Ceux qui disent qu'ils sont bien, ils font quoi pour contrer ceux-là? C'est ça le problème. Donc, il faut unité, unité. Tous ceux qui sont dans l'as du bien ont le devoir absolu de se mettre ensemble pour se lever contre le mal. Et ils ont la victoire absolue. C'est pourquoi que nous disons que nous combattons dans la victoire, nous ne combattons pas pour la victoire. Bonne continuation, bon week-end à tous. C'était M. Abou depuis l'Angleterre. Bye bye, Fama. À vous d'Angleterre ce matin. Nous allons prendre Youssouf depuis l'Italie qui est avec nous également dans le cadre de cette édition Ligne Rouge. Bonjour à vous, Youssouf. Et merci beaucoup Afrique Média. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Afrique Média. Bonjour à Monsieur le Président Mbandakani. Monsieur le Président, recevez mes sincères salutations. Ça fait 10 ans que je vous suis sur d'autres chaînes au Cameroun. Je vous dis, Monsieur le Président, vous êtes un grand homme. Les Africains vous aiment, nous vous aimons. Votre combat est un combat digne, un combat centenaire, millénaire. Monsieur le Président, nous vous aimons, Monsieur le Président. N'écoutez pas les on-dit que vous êtes corrompus. Nous, les vrais Africains, qui connaissent un peu les difficultés de l'Afrique, connaissons votre combat et nous vous aimons. Et concernant le sujet de ce matin, sur le contrôle du golfe de Guinée, dont la Russie et la France se battent pour le contrôle de cette zone stratégique, j'ai pu dire que la France a déjà échoué. La France sera chassée de l'Afrique comme un malpropre. Et nous comptons sur la force divine. Le vrai Dieu, comme le dit souvent M. Mbandakani, va intervenir pour chasser la France. Parce que nous, les Africains, n'avons pas le moyen de chasser la France. Nos comportements de tous les jours démontrent que la France est forte. La France est forte. Nos dirigeants n'ont pas le niveau de chasser la France. Même nos propres populations n'ont pas conscience de cet combat. Raison pour laquelle nous comptons maintenant sur le vrai Dieu. Que le vrai Dieu fasse sa force. Pour que nous goûtons hors d'état de nuire cette France-là qui nous maltraite depuis des décennies et des millénaires. Et je ne vais pas être long, Madame Dédi. C'est pour vous dire que l'Afrique Média est suivie par plusieurs Africains. Nous vous aimons, nous aimons vos émissions. Et je ne vais pas être long. Merci beaucoup et bonne continuation à vous. Merci également à vous, Youssouf, de nous suivre depuis l'Italie. Merci également pour vos différentes participations. Et puis là, nous allons partir de l'Italie pour le Soudan avec ce téléspectateur qui apporte sa contribution. Bonjour et bienvenue. Bonjour aux téléspectateurs d'Afrique Média. Alors, j'appelle du Soudan, à Khartoum précisément, la capitale soudanaise, pour encourager l'équipe d'Afrique Média
et les différents intervenants également, en particulier M. Banda Kani, qui vraiment se bat comme un beau diable pour que le message de l'Afrique passe et désormais qu'on donne la place méritée aux Africains pour qu'enfin on prenne en main notre destin. Bien, je suis là pour donc lancer ce message d'encouragement et pour dire que ce combat ne doit pas s'arrêter en si bon chemin. Et les prédécesseurs du continent africain depuis les années 60, je pense notamment au président ghanéen, comment il s'appelle déjà, j'oublie, le grand panafricaniste qui, en son temps, avec le président éthiopien Haïlé Sélassié, avait souhaité mettre en place, en tout cas, l'unité africaine, avec notamment la mise en place d'une monnaie africaine, d'une armée africaine, de l'unification économique aussi de l'Afrique. Mais malheureusement, ce message n'est pas passé et plus de 60 ans après, on se rend compte que c'est par là qu'il fallait commencer. Ce que je peux dire en regardant un peu l'histoire de notre continent ces dernières années, c'est qu'aucun pays africain ne peut s'en sortir tout seul. Ce n'est pas possible. Quelles que soient les ressources que vous avez, quelles que ce soit aussi les capacités que vous avez, ce n'est pas possible. En tout cas, ça c'est selon c'est la conclusion à laquelle je suis parvenu après différentes observations, qu'aucun pays africain ne pourra s'en sortir tout seul. Donc, la solution passe par l'unité, par l'union. Voilà, ces histoires de frontières que nous a imposé le colonisateur qui fatigue un peu les Africains, qui amènent les pays africains à se renfermer les uns sur les autres et à s'opposer les uns aux autres. C'est cette division-là que justement le colonisateur a toujours voulu. Alors nous, on ne doit pas prêter le flanc, on doit tout faire pour que l'Afrique se sente soutenue vraiment par ses fils et ses filles. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à dire, mais pour un premier appel aujourd'hui, j'aimerais donc encourager l'équipe d'Afrique Média et les souhaiter bon vent. Et j'aimerais peut-être qu'en off, discuter avec l'équipe qui est là pour essayer de travailler ensemble pour mettre en place les stratégies. Et chacun contribuera comme il peut en fonction aussi de ce qu'il a comme information, en fonction de ses capacités, en fonction aussi de son expérience. On peut mettre en place une stratégie efficace qui va nous permettre vraiment de faire face à cette situation. Parce que sinon, c'est nos enfants qui n'auront pas où vivre. Parce que ce continent est en train d'être... Vous de nous suivre depuis le Soudan, plus précisément du côté de Khartoum. Et puisque nous parlons de Khartoum, on tient à rappeler quand même que le pays est toujours dans l'attente de cette promesse faite par Washington de sortir ce pays, d'extraire le pays de la liste noire des États-Unis. On espère que cela se fera dans de très brefs délais. Et puis nous allons reprendre avec Madame Alice Kwasi qui revient. Bonjour. Bonjour Badakani, bonjour le peuple de Côte d'Ivoire et bonjour l'Afrique tout entière. Alors, je m'excuse auprès du président Badakani par rapport à notre compatriote Barak qui a parlé tout à l'heure. Vous savez, on dit que ça semble se ressemble. Son leader est un menteur. Il a formé tous ceux qui le soutiennent dans l'école du mensonge. Donc, vous ne devrez même pas lui répondre. Vous comprenez? Vous ne devrez pas lui répondre parce que quand il appelle sur Afrique Média, c'est pour venir énerver tout le monde. C'est son rôle, ça. Leur rôle, c'est de déstabiliser l'Afrique Média, déstabiliser les panafricains. C'est son rôle. Il sait très bien qu'il est esclave, il va mourir esclave. Il le sait. Il sait très bien le rôle que la France joue dans tous les pays africains. Il le sait très bien. Il fait exprès de ne rien voir.
Ce sont eux qui ont décapité les Ivoiriens, ce sont eux qui ont arraché la tête des Ivoiriens, ce sont eux qui sont toujours les dindons de la face. Donc, ce que moi je vous propose, bon, ce que je propose aussi, au départ, quand j'ai appelé sur Afrique Média, je disais que s'il y avait les possibilités de créer l'école pour former les panafricains et l'université pour enseigner comment il faut gérer, diriger le pays, le continent. Ça fait un moment que je parlais de ça. J'ai eu quelqu'un qui a parlé de ça aussi. Aujourd'hui, une personne. De surcroît, comment on appelle ça? Il y a des pays africains qui appellent la Russie. Est-ce que ces pays-là ne peuvent pas dire aussi à la Russie de les former pour faire des bombes nucléaires, pour faire des autres bombes pour se défendre? Parce qu'un pays qui n'a rien pour se défendre, ils seront toujours mis à plat. Donc, est-ce que les chefs d'État africains, ils ont des idées aussi pour défendre le continent? Parce que quant à la France, quant à la Côte d'Ivoire décapite ses ressortissants pour nourrir les Blancs. C'est le rôle de la Côte d'Ivoire. Le président actuellement, il tue son peuple, il prend l'argent de la Côte d'Ivoire pour nourrir les Occidentaux. Donc, voilà. Et moi, je vous remercie dans votre combat. Badakani ne lâche rien. Continuez de nous enseigner, de nous ouvrir les yeux. Tous ceux qui viennent pour vous déstabiliser, ne prenez pas compte parce que ce sont des gens qui sont payés pour déstabiliser l'Afrique. Ils veulent rester esclaves et ils vont être esclaves. Merci. À vous, Alice Kwasi, et le tout dernier appelant pour cette édition. Il s'agit de M. Samba. Vous êtes à l'est du Cameroun, plus précisément dans la ville de Bertoua. Bonjour. Bonjour, Afrique Média. Voilà, moi, on m'appelle Samba Hervé. Et mon nom est issu de... Mon grand-père s'appelait Aboum. Et il a porté le nom de Samba à cause de l'héroïsme de Martin Paul Samba. Voilà. Et l'esprit de Martin Paul Samba réside en moi. Je voulais d'abord féliciter le président Bandakani et bandakaniser les mentalités des jeunesses africaines. Et je lui dis merci pour ça. Bandakaniser ici, c'est réveiller les consciences africaines. Et nous avons porté ce combat à un très haut niveau, président. Et puis, à votre niveau, ce combat maintenant, nous le portons sur le plan spirituel. Et je vous jure, président, que nous sommes en train de démembrer nos ennemis. Mais démembrons sur le plan spirituel. La victoire est déjà acquise. Ça, nous le savons. Puisqu'il y a des millions et des millions de Bandakani à travers le continent africain. Ils vont même déjà vers le milliard. Hein. Et notre victoire est déjà acquise parce que sur le plan spirituel, nous l'avons déjà fêté. C'est une question de temps. Nous nous occupons pas seulement de nos ennemis, mais aussi de ceux qui sont au niveau intérieur. Hein, sur le plan exogène et exogène. Nous sommes bien organisés. Et je vous ai dit que mon nom provient du nom de Martin Paul Samba. Mon grand-père s'appelait Aboum. Mais il a porté ce nom à cause de son héroïsme. Il avait dit aux Allemands que tu es mon héros, vous n'aurez jamais le Cameroun. Et moi, je dis ceci à nos ennemis. Laissez-nous où vous allez périr. Merci beaucoup, Président, de ce que vous avez fait pour nous. Vous nous avez aidés et la victoire est en marche. De nous avoir appelé M. Samba depuis la ville de Bertoua à l'est du Cameroun. Alors, Président, nous avons écouté quand même plusieurs de nos téléspectateurs. Il y en a qui ont apporté beaucoup de solutions, enfin, qui ont fait des propositions de solutions. Il y en a qui restent un peu dubitatifs, il y en a qui sont aussi pessimistes. Est-ce à dire, en fait, qu'à cette allure-là, l'Afrique centrale, ou du moins la déstabilisation de l'Afrique centrale, est en perte de vitesse? La majorité est optimiste. La majorité est plutôt positive. Il y a un qui est venu troubler la galerie. Madame Kwasi a dit qu'il est dans son rôle. Et je voudrais rassurer Madame Kwasi que souvent quand nous répondons à des gens comme ça, ce n'est pas à eux que nous nous adressons. Nous répondons à ceux qui les écoutent pour qu'ils n'aient pas des adeptes, c'est tout. Sinon, je suis d'accord avec vous que Ibrahim Barak n'est pas digne de réponse.
Je voudrais, par exemple, Mme Kouassi a proposé une école de formation. Oui, c'est un sujet important. Nous prenons acte de sa proposition. Donc, ce n'est pas tomber dans les oreilles de sourds. Et vous savez, Mme Linda, vous savez que moi, je n'expose pas toujours les véritables stratégies. Ici, sur le plateau, on ne va pas exposer. Mais ce qu'elle a dit est pertinent et nous, on prend ça. On prend acte. Je crois qu'il y a des gens qui réfléchissent à tout ça aussi. Je voudrais saluer M. Samba, qui nous a appelé Martin Paul Samba, le grand héros camerounais, qui effectivement avait prophétisé face aux Allemands. Il leur a dit, peut-être vous allez me tuer, mais vous n'aurez jamais le Cameroun. Mangabel aussi avait fait pareil. Les Allemands ont tué Mangabel, ils ont tué Martin Paul Samba, mais ils ont perdu le Cameroun. Vous voyez la force d'une prophétie sincère. Quand les gens luttent sincèrement pour une cause, quand ils parlent, Dieu prend ça. Dieu prend ça. Ben là, les gens pensent que le prophète est seulement le Jacques qu'il y a dans la Bible là. Le Jacques qu'il y a dans la Bible, le Jacques qui va rester au désert, il mange les abeilles et le miel. Non, les gens pensent qu'être prophète est seulement fait comme Élie. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Lorsque quelqu'un s'engage dans une cause, épouse une cause noble, qui va au-delà de ses intérêts personnels. Quand quelqu'un embrasse, lutte pour les autres, mais c'est un prophète, quand il dit des choses, le ciel enregistre, hein, et le ciel va s'arranger pour appliquer ça. Donc moi je salue Samba, qui nous rappelle ces choses. C'est bien de dire ça aux nouvelles générations. Que les Mangabel, les Paul Samba, avaient été massacrés par les Allemands sur le plan physique, mais leurs prophéties se sont accomplies. Et l'Allemagne pleure le Cameroun jusqu'aujourd'hui, hein. Les Allemands pleurent le Cameroun jusqu'aujourd'hui. Les Allemands cherchent par tous les moyens à revenir au Cameroun. Donc, c'était important de rappeler ça. Non, la déstabilisation de l'Afrique centrale n'est pas comment on dit ça? On peut neutraliser ça. Oui, c'est pourquoi je dis que ce plan de déstabilisation semble être en perte de vitesse. Parce que de plus en plus, il y a de l'éveil. Une prise de conscience. Voilà. Je suis d'accord avec vous. Nous, on est ici pour dire que ça ne passera pas. Nous sommes ici pour prophétiser, parce que nous ne roulons pas pour notre propre compte. Je parle pour mon cas, je ne parle pas des autres, je ne connais pas comment ils font. Mais je dis, nous, les panafricanistes, nous ne luttons pas pour nous, nous ne sommes pas en train de rouler pour nos intérêts personnels. Donc nous prophétisons l'échec de tous ces plans-là. Photocopie Foucault, là, il va finir très mal. Lui qui marche partout, là, il marche partout en Afrique pour s'aimer le chaos et son venin, et il va finir très mal. Et d'ailleurs, c'est une occasion pour moi de rappeler au peuple français, de se souvenir de ce que beaucoup de patriotes africains ont dit. Lorsque vous allez coloniser ailleurs, lorsque vous allez chercher les histoires ailleurs, lorsque vous allez mettre le feu ailleurs, ça finira par retourner dans votre maison. Aujourd'hui, le peuple français est en train de se réveiller en constatant qu'elle est colonisée par Rothschild. Et Rothschild a pour pion M. Macron et photocopie. Le peuple français est en train de revoir à travers le Covid, ou bien ils appellent ça la Covid, n'importe quoi, à travers le Covid, que mais il y a longtemps, nous ne sommes plus un pays souverain. Nous ne sommes plus une nation. Et les Français se réveillent. Et ils vont comprendre pourquoi les Africains, pendant très longtemps, ont crié. Et quand nous on criait à l'époque, les Français n'entendaient pas. Ils croyaient au discours des politiciens qui les faisaient croire que non, ils sont un peuple à part, ils sont décivilisés, ils sont éveillés. Aujourd'hui, on est au même niveau. Ils voient. Et nous, on est même plus avancés maintenant. Et c'est vrai pour la France, c'est vrai pour l'Espagne, c'est vrai pour les Anglais, c'est vrai même aux États-Unis. Vous avez vu pour la première fois de l'histoire, depuis 60 ans, même 70 ans, Mme Lyndon Dedi, un président américain dit, mais notre pays est menacé de colonisation. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire, M. Trump dit que, mais, American First. Pourquoi? Il dit que l'État profond, c'est-à-dire les Rothschild et les banquiers internationaux, ces financiers, ont colonisé l'Amérique. Et ont vendu les Américains, n'est-ce pas? Il dit à la Chine, au Parti communiste chinois, qui lui-même travaille pour l'État profond mondial, pour les banquiers mondiaux. Si les États-Unis peuvent crier que mais nous sommes même colonisés, mais vous comprenez dans quelle situation on se trouve. Donc aujourd'hui, il y a même une bonne nouvelle, c'est que tous les peuples de la Terre se rendent compte qu'ils ont un seul ennemi. Les Rothschild, les gens de New World Order, les gens qui veulent imposer un nouveau ordre mondial. Tous les peuples du monde entier se sont rendus compte que voilà l'ennemi. C'est ça au moins qui est l'avantage du Covid. Le Covid a permis l'émergence d'une conscience mondiale et universelle face à un ennemi commun qui a recruté toutes les élites du monde. Dans chaque pays, ils ont des pions. Cette élite mondiale s'est regroupée autour de ces gens-là
pour nous asservir. C'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que maintenant, un internationalisme de type nouveau, c'est-à-dire une conscience internationale de type nouveau, est en train d'émerger pour changer le monde. Ça fait qu'aujourd'hui, tous ceux qui sont contre cette oligarchie mondiale peuvent se donner la main. Et toutes les nations du monde sont traversées par cette frontière entre les globalistes, l'oligarchie globaliste, et les patriotes. Donc, on peut dire qu'un vent nouveau se lève dans le monde, sur le monde, qui peut être favorable à l'Afrique. Qui sera favorable à l'Afrique? Voilà pourquoi moi, Bandakani, Madame Linda dit, je suis contre M. Joe Biden. Nous travaillons nu un jour pour qu'il ne passe pas. Ce sont ceux criminels. Parce que les gens ne le savent pas. Les gens voient, quand il met en avant Kamala Harris et des Noirs, les Africains rient, certains Africains rient. Mais vous êtes naïfs. Obama, c'était votre frère de peau. Mais qui a détruit l'Afrique plus qu'Obama? Qui nous a fait du mal plus qu'Obama? Qui? Kamala Harris et consorts, ce sont des démons, permettez-moi l'expression. Et ils viennent avec un projet de... Moi, je ferai une émission ici un jour, je viendrai avec le comment, je vais vous montrer quel est le projet de Biden pour le continent africain. Les Africains vont voir que, mais, on est en train de jouer avec le feu. Donc, il faut que Dieu nous aide. Et à la suite de Samba, je dis que Dieu nous aide. Dieu nous aide pour que, n'est-ce pas, les globalistes mondiaux échouent. Et les élections aux États-Unis, c'est un grand enjeu par rapport à ça. Qu'ils échouent partout, que les peuples remportent la victoire et que le Golfe, le Guinée, l'Afrique centrale remportent sa victoire contre photocopie et contre cette France maléfique qui cherche à nous avaler. Nous allons remporter cette victoire, Madame Linda Dédé. Nous sommes là ce matin pour prophétiser la victoire de l'Afrique centrale, du Cameroun en particulier, sur nos ennemis. Et c'est un combat qui va donc se poursuivre aussi longtemps que votre chaîne panafricaine existera, Afrique Média, qui est donc le porte-flambeau, si on veut le dire ainsi, de combat pour la grande libération du continent africain. C'est sur ce que nous refermons bien sûr cette édition Ligne Rouge, qui a été consacrée à une grosse interrogation. Jean-Yves Le Drian est-il le pourvoyeur des rebelles pour la déstabilisation du Cameroun depuis la République centrafricaine? Telle était donc la question posée ce matin au regard, bien évidemment, de la situation actuelle, car il faut le rappeler, le Cameroun est donc pris entre deux importants foyers de tension, notamment dans le nord avec la secte Boko Haram et à l'ouest sous la pression des sécessionnistes anglophones. Il se trouve alors que la France, par le biais de Jean-Yves Le Drian, semble profiter un tant soit peu de ce petit désordre pour donc faire monter en puissance ce groupe rebelle appelé Mouvement pour la libération du Cameroun, où les rebelles sont essentiellement recrutés dans des rangs tchadiens et centrafricains pour justement venir mettre à mal, le président Bandakani le disait tout à l'heure, la gâchette de l'Afrique et pourquoi pas atteindre l'objectif qui est bien sûr de faire exploser le magnifique continent, mais chose qui ne se fera pas tant que le combat se poursuivra sur les antennes d'Afrique Média. Excellent week-end.